Bienvenue à Ciné Histoire spéciale Criterion. Aujourd'hui, on a un beau film à vous montrer, là, un film culte, encore une fois. Ben, pas encore une fois. Je pense que c'est notre premier film culte de Criterion, pour l'instant. Dur à dire. Je pense que selon les références à la culture populaire, oui, on pourrait dire que c'est devenu un film culte par la suite, mais je pense que les autres sont à tout le moins des classiques. Donc, mais on avait hâte de parler de celui-là, de le présenter, puis de vous parler de nos impressions aussi. Donc, je te laisse... c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on parle en fait du film This is Spinal Tap, qui est un film de Rob Reiner, un grand réalisateur quand même, qui a connu ses moments de gloire dans les années 80-90 surtout, là, mais il est toujours encore présent. Moi, évidemment, je l'ai connu surtout pour le rôle du père de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, mais bon. Mais c'est ça, on a un bon film à vous présenter. On a été surpris, je pense, parce que des films cultes, souvent... ça fait plus référence à une époque, là, comme disons notre film culte à nous, ce serait quoi, Borat? Ce serait cette espèce de film... je pense que j'ai de la misère à comprendre un film culte. Je pourrais peut-être mentionner c'est quoi la définition d'un film culte, en fait. Un film culte, c'est un film qui n'a pas nécessairement une reconnaissance immédiate, mais que par la suite, il y a une culture populaire qui se développe vraiment autour du film. Par exemple, Rocky Horror Picture Show. Donc, This is Spinal Tap, c'en est un. Borat, qui est il y a quand même eu un bon succès, là, mais tu sais, c'est l'espèce de film. Mais Borat n'a pas de special screening, par contre, donc je sais pas si ça devrait en faire partie. The Room, ouais, c'est ça. The Room qui date de quand même il y a 17 ans, là, 2003. Mais, Papa est devenu un lutin aussi au Québec, là, mais pour revenir sur Borat, en fait, c'est que ça... Il y a plusieurs parallèles que je tire entre ces deux films-là parce que c'est deux documentaires. C'est deux faux documentaires. Mais Borat, il est particulier aussi là, parce que c'est des faux documentaires avec des personnes qui savent pas qui sont dans un film nécessairement, ou qui sont en tout cas dans une parodie. À ce titre, j'en profite peut-être pour vous dire qu'on vous suggère fortement la série de Sacha Baron Cohen, This is America. Who is America? Who is America, pardon. Qui est du même principe là, que Borat et tous ces autres faux documentaires, justement. Ouais, on pourra en reparler quand on sera rendu à Borat dans Criterion. Ben non, il en fait pas partie, malheureusement. Peut-être un jour. D'ailleurs, hier, je crois, là, Criterion a annoncé un coffret spécial des films de Bruce Lee, en fait, qui s'appelle His Greatest Hits. Donc, évidemment, un petit jeu de mots au fait que ce soit un maître des arts martiaux. Oh là là! C'est un coffret de 5 films là, qui arrive au numéro 1036. Donc, on va pouvoir... mais qu'on soit rendu à 1036, sûrement Criterion va être rendu à 1200 quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. À 5 par mois, j'ai pas osé faire le calcul, mais on devrait avoir... c'est 60 par année. Un peu de retard, quand même. 60 par année. Si ça nous prend 3 ans, ça fait déjà 180 films. Voilà. Ça nous rend... En tout cas, c'est un long projet de vie de toute façon. Mais c'est ça. J'en profite aussi pour ça aussi, c'est un peu des films cultes, c'est un personnage culte aussi, parce qu'il a juste fait 5 films au final, dans lequel il était le rôle principal, là. Il a joué à la télévision aussi aux États-Unis, mais c'est des films d'arts martiaux à Hong Kong, je crois. Il y en a pas fait beaucoup, là. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est This is Spinal Tap. Rob Reiner, comme je l'ai dit, une belle distribution aussi de gens plus ou moins connus. On les connaît tous un peu de loin, là, disons Christopher Guest, Michael McKinnon, Harry Shearer, Jude Chadwick et Bruno Kirby. Le scénario est en fait signé par Reiner et les 3 personnages principaux, les 3 acteurs principaux du film, donc Guest, McKinnon et Shearer. C'est un film américain, c'est notre premier film des États-Unis en fait, donc c'est pas anodin. Un film culte en plus qui en a inspiré une panoplie d'autres. On va pouvoir y revenir, je pense, abondamment. Tout à fait. Un film de 1984, un film comédie, c'est ça, mockumentary, c'est pas comment ça s'appelait, donc c'était documentaire, je crois, en français. Là. Mais bon, c'est un terme qu'on associe beaucoup, disons, aujourd'hui à The Office ou c'est des séries... The Office, c'est spin-off, Parks and Rec, Who is America, même qu'on a mentionné. Plusieurs films aussi, on va y revenir. 82 minutes, très très court. Mais comme on le verra aussi, il y a eu plusieurs scènes rajoutées, donc on le verra. Film en couleur, c'est ça. Puis il n'a pas gagné grand-chose, là, donc c'est pour ça aussi, pas que ça fait partie du culte un peu, là, mais c'est ça, c'est vraiment
le film connaît un certain succès critique et commercial, mais c'est vraiment par la suite que son succès, ou disons son culte va se former. On peut parler un peu justement de l'équipe qui a fait le film. Rob Reiner notamment, donc c'est un réalisateur américain mais aussi un acteur. Il est d'abord connu pour son rôle de Michael Stivic dans All in the Family, une sitcom des années 70, qui va d'ailleurs, je crois, lui mériter 2 Emmy, donc meilleur acteur de soutien. Spinal Tap, en fait, c'est son premier film, mais il va se faire connaître pour plusieurs autres films à succès comme Stand By Me, qui est repris d'une nouvelle, je crois, ou d'un roman de Stephen King, When Harry Met Sally, The Princess Bride et A Few Good Men. Donc vraiment, de 84 à 92, c'est là qu'il va connaître ses moments de gloire. Bon, il a fait d'autres films plus récemment, LBJ notamment, là, sur Lyndon B. Johnson. Il fait beaucoup de films... américain, on va dire ça comme ça aussi. Il a reçu 4 nominations comme meilleur réalisateur aux Golden Globes et aucune aux Oscars malheureusement, sauf pour le meilleur film. Ben, il était producteur en fait, mais sauf c'est ça, la nomination aux Oscars pour le meilleur film pour A Few Good Men. Un film que je pense pas que j'ai vu, toi non plus, je pense pas que tu l'as vu, avec Jack Nicholson, Tom Cruise, une grosse Tommy Lee Jones aussi, là, un gros film. Je l'ai en VHS chez nous, puis ça fait longtemps que je voulais le voir, puis je l'associe beaucoup à JFK qui est sorti à peu près dans les mêmes années, la même année je crois bien, mais bon. Donc c'est ça, Rob Reiner lui a 2 films dans la collection Criterion, donc celui-ci et The Princess Bride, qu'on a déjà vu aussi, qu'on possède aussi, mais qui n'est pas en édition Criterion malheureusement, mais qui ça aussi va connaître un bon succès là, étonnamment, parce que ça a l'air... Princess Bride, c'est un film dont j'ai tellement entendu parler sans savoir vraiment pourquoi, honnêtement, puis on l'a regardé, c'est bien. On va avoir l'occasion de revenir sur ce film-là. Numéro 700 ou 800, fait que voilà, restez des nôtres. Plus en profondeur, puis de l'analyser aussi. Par contre, pour l'instant, c'est un film qui est bon. Je pense que peut-être qu'il y avait plus d'attrait, là. Fallait l'avoir vu l'année de sa sortie. Pour nous, peut-être ça, en tout cas pour moi, ça résonne un peu moins. Bref, on pourra y reparler en masse. On pourra revenir. Mais c'est ça, moi, je l'ai bien aimé dans le rôle de Max, dans Big Max, dans Le Loup de Wall Street. Donc, l'un des acteurs principaux, Christopher Guest, qui interprète Nigel Tufnell, en fait, c'est un scénariste, c'est un compositeur, c'est un musicien, un réalisateur, puis même un acteur. Il est connu pour avoir fait beaucoup de mockumentaries, justement. Lui, il a poursuivi dans cette veine-là, alors que Reiner est allé plus vers d'autres styles, disons, le plus classique. Des films comme This is Spinal Tap, il a aussi fait Waiting for Guffman, Best in Show, A Mighty Wind et For Your Current Consideration, ainsi que la série, je sais pas si c'est une série ou un film Netflix, mais Mascots. C'est sorti 2016, là, je pense. J'avais vu un épisode, mais ça a pas eu des super bonnes critiques, mais bon, ça suit des gens qui sont dans des mascottes, là, puis voilà. Guest est marié à Jamie Lee Curtis aussi notamment. Il a contribué au magazine National Lampoon et brièvement à Saturday Night Live, d'ailleurs dans le film Futile Gesture, là, je sais pas comment. Simple and Futile Gesture. Donc sur la création du journal de National Lampoon, c'est Seth Green, je crois, qui l'interprète, Christopher Guest. Donc voilà. Pour ces documentaires aussi, il va se faire un petit groupe d'acteurs et d'actrices qui vont être très récurrents dans ces films, dont Eugène Levy, Catherine O'Hara, Michael McKinnon, dont on va parler prochainement, Parker Posey, Bob Balaban, Jane Lynch, Fred Willard, qu'on voit d'ailleurs dans This is Spinal Tap. Un petit rôle de gardien de sécurité, butler d'un hôtel, je pense, là, ou quelque chose dans ce style-là. Là. Ouais, puis sinon, il va jouer dans plusieurs des films de Reiner aussi, avec des rôles plus ou moins importants. Et c'est aussi un baron. Donc, il fait partie de la nobilité anglaise. Puis même, je crois qu'il était supposé siéger au Sénat, ou ça s'appelle la Chambre des Lords, là, en tout cas. Mais finalement, les lois ont changé, puis finalement, c'était plus héréditaire, c'était rendu nommé, ou je sais plus trop quoi. Là. Donc, voilà. Michael McKinnon, qui interprète le deuxième personnage principal. Dans le fond, on pourrait peut-être commencer par ça, là, sans faire un résumé. This is Spinal Tap, en fait, c'est un faux documentaire sur un groupe de musique
fictif qui veut relancer sa carrière. Donc les deux leaders du groupe, donc c'était Christopher Guest qui interprète Nigel Tufnell et Michael McKinnon qui interprète David St. Hubbins. Donc McKinnon, lui, est surtout connu pour This is Spinal Tap, lui aussi. Il a gagné un Grammy, d'ailleurs, tout comme les autres, pour la chanson A Mighty Wind du film du même nom. En plus de A Kiss at the End of the Rainbow, donc les deux qui sont tirés, c'est ça, du film A Mighty Wind. Puis il va également, puis d'ailleurs je crois que je crois que cette chanson-là aussi a été nominée aux Oscars, donc rien de moins quand même. Il va jouer également dans Better Call Saul, qu'on n'a pas vu encore, mais ça va arriver à un moment donné. Il a aussi fait partie de la distribution de Saturday Night Live, évidemment. Harry Shearer, lui, c'est très intéressant parce qu'on le connaît tous, mais on le connaît pas vraiment. C'est, en fait, il interprète Derek Smalls, qui est comme moi, j'aime ça l'appeler le Ringo du groupe, là, l'espèce de personnage qui est pas tout là puis qui comprend pas tout. Est-ce que c'est celui avec la moustache? Oui, parce que je trouvais qu'il ressemblait à Ringo, même ça. Physiquement aussi. Là. Ouais. Donc, c'est drôle que tu dises ça parce que je m'étais passé la réflexion de son style de personnage, mais physiquement aussi, je trouve qu'il y a des petites ressemblances quand même. Exactement. Harry Shearer, en fait, c'est un comédien très connu, mais qui est surtout connu, en fait, on le connaît pas, là, mais il est surtout connu pour ses voix dans Les Simpsons. Donc, il interprète notamment Messieurs Burns, Smithers, Skinner, Flanders, Lovejoy et Ken Brockman. Donc, il joue également dans The Truman Show et A Mighty Wind, encore une fois. Puis il va lui aussi faire partie de la gang de Saturday Night Live, pas mal tout en même temps, là, j'imagine. June Chadwick qui interprète Marty DiBergi, donc la blonde de Nigel Tufnell, est pas très connue, n'a pas joué dans grand chose en fait. C'est surtout Bruno Kirby qui joue un rôle très secondaire dans le film. Il joue le chauffeur de limousine, mais lui aussi il a été très connu pour When Harry Met Sally, donc il joue l'autre gars là, dans son deux couples là, dans When Harry Met Sally, donc c'est le gars de l'autre couple. Il joue dans Good Morning Vietnam, The Godfather 2 et Donnie Brasco. Il est mort aujourd'hui, malheureusement, mais bon. Donc, voilà pour la petite fiche technique. On pourrait passer à l'édition Criterion, très très court, parce que c'est un film qui est out of print, donc qui est discontinué. Je crois que les droits appartiennent aujourd'hui à Studio Canal. Donc, voilà, si vous la trouvez, cette édition-là, elle vaut probablement plus cher qu'un film normal parce que en plus d'être un film culte, c'est un film que Criterion ne peut plus vendre. Donc, il n'y a pas beaucoup de bonus features, notamment parce qu'ils n'ont pas pu la bonifier au fil des années. Donc, il y a les commentaires audio, deux fois en fait. L'un avec Christopher Guest, Michael McKinnon et Harry Shearer, puis l'autre avec Rob Reiner, puis la productrice Karen Murphy et les monteurs du film Robert Layton et Ken Beda. Il y a la bande-annonce, on ne sait jamais, pour ceux qui se demanderaient de quoi ça parle. Il y a aussi un démo de Spinal Tap de Final Tour, parce qu'il y a eu plusieurs autres spin-offs à différents moments de la carrière fictive du groupe, disons. Là. Il y a eu The Final Tour, tu as eu... il n'y a pas d'autres titres qui me viennent en tête, là, mais c'est ça, ils ont fait plusieurs autres films sur Spinal Tap. Donc voilà, on a une petite démo d'un autre projet. Il y a aussi deux courts-métrages promotionnels, donc Heavy Metal Memories et Hellhole, probablement tirés des chansons évidemment qui sont dans le film. Il y a aussi 1 heure de scènes coupées. Ça, il faut faire attention, on vous en parlera pour le numéro 13 en fait. On en écoute des scènes coupées en ce moment. Mais ce sont pas toujours pertinentes, là, mais c'est toujours intéressant quand même de les voir, là, surtout si c'est un film qu'on apprécie particulièrement. Donc 1 heure de scène coupée, il y a des histoires secondaires, c'est ça, à l'intérieur de ça, il y a des histoires secondaires abandonnées puis des prises alternatives, puis tout ça c'est comme rassemblé dans un semi-documentaire qui s'appelle The Cutting Room Floor. Donc voilà pour l'édition. Nous on l'a pas trouvé non plus sur on l'a pas trouvé non plus sur la plateforme de Criterion, puisque c'est plus eux qui possèdent les droits. Peut-être qu'ils vont les racheter pour 1 mois pour en faire la promotion, mais c'est ça. Malheureusement, on peut plus trouver l'édition. Puis c'est un film quand même assez dur à trouver, là. Pas sur des réseaux illégaux, là. C'est pas ça que je dis, mais tu sais, je l'ai jamais vu en DVD nulle part, là, ce film-là. Tu me regardes comme si j'étais une référence. Mais non, mais quand on allait flâner là, au Vidéotron, à Valleyfield avant qu'il ferme. Vidéotron de Valleyfield, mais non. Quand je vais dans mes pawn shops, je l'ai jamais vu. Fait que voilà. Voilà.
Peut-être un petit résumé, mais ça se résume. Ouais. C'est pas mal un des seuls films qui se résume en une phrase. Honnêtement, oui, je prendrai pas le temps de le résumer tant que ça, là, mais c'est dans le fond, c'est ça, un faux documentaire qui se concentre sur le groupe Spinal Tap. Là, ce qu'on comprend, c'est que leur carrière est quasiment finie, honnêtement. C'est qu'ils ont commencé dans les années 60, je pense 66, puis là, on est en 82, 83. Donc, il y a un bon 15 ans de carrière. Ils ont passé à travers plein de styles différents aussi, là, mais de musique. Mais c'est ça, oui, on voit des beaux hommages là, aux Beatles, puis tout ça. Il y a des vidéoclips en noir et blanc qui ont leur petite coupe champignon, puis qui font des petites chansons toutes cute à la guitare. Puis aussi, là, ce qu'on constate, c'est que leurs reviews, dans le fond, sont de moins en moins bons. Puis un beau moment là où ils se font lire des headlines, dans le fond, d'articles. Puis c'est pas fin, là, pour vrai. Donc, c'est ça, ils passent par là. Ils ont sorti un album dont la couverture s'était faite. Smell the glove. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, il y a de ce qu'on comprenait, c'est une fille à 4 pattes qui a une laisse au cou, puis qui est en train de sentir un gant noir à peu près. Dans sa face, là. Puis, c'est ça. Puis bref, ils ont eu beaucoup de backlash pour ça aussi. C'est totalement compréhensible. Puis c'est ça. Puis là, ils font une tournée, dans le fond, pour un nouvel album. C'est un groupe britannique qui font une tournée aux États-Unis. Aux États-Unis pour un nouvel album qui est... là, je me rappelle pas du titre de l'album. C'est ça, Smell the Glove. C'est lui, Smell the Glove. Bon, désolé. Donc, c'est ça, mais c'est pas... c'est tout, en fait. Il est suivi, en fait. Il est suivi, en fait, par un réalisateur qui fait des commerciaux, notamment, mais qui veut faire un documentaire sur le groupe. Donc, ce faux réalisateur-là est en fait Rob Reiner, donc le vrai réalisateur du film. Fait que, c'est à peu près ça. On les suit dans divers villes. On les suit, puis une espèce de conflit Yoko Ono Beatles qui se produit aussi. Donc, la blonde du chanteur là, qui s'entend pas avec l'autre star, puis tout ça, puis ça crée des tensions dans le groupe. Mais c'est à peu près ça. Là. On les suit pas mal partout, puis on se rend compte que leur carrière est vraiment rendue n'importe où. Là. Ils jouent dans des zoos, ils jouent dans des Holiday Inn, puis dans des petits restos, puis il y a personne qui vient acheter l'album. Tu sais, c'est un peu... ça. Bref, c'est sympathique. Ouais, c'est vraiment un très bon film. Je ne parlerai pas tout de suite de mes impressions, là, mais tu sais, c'est ça, c'est très... Ça parodie vraiment là, les autres styles des autres documentaires, là, sûrement que tu vas le mentionner, mais tu sais, il y a des comment ça s'appelle, Gimme Shelter, je crois, sur les Rolling Stones, qui est aussi un critérium en fait, mais tu sais, il y en a beaucoup là, des documentaires comme ça. Je vous dirais qu'il y a un bon parallèle avec aujourd'hui, disons, ce serait le film Popstar Never Stopping qui c'est ça, c'est la même chose mais sur une pop star en fait là. Donc on va en reparler plus longuement, mais tu sais, quelques informations sur le film pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu peut-être. Oui, ben en fait c'est plus des fun facts là que bon, je rentre pas vraiment dans le core du film là, mais dans le fond ce qui est intéressant à noter de ce film là, c'est que je pense que le faux documentaire était pas un genre vraiment super existant parce que dans mes recherches, j'ai vu dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui ont dit à Rob Reiner qu'il aurait dû prendre un band plus connu pour faire son film parce que personne les connaissait puis le monde comprenait pas pourquoi il y avait un documentaire sur eux. Il y a Ozzy Osbourne qui pensait que c'était un vrai documentaire quand il l'a vu, puis tout le monde, il dit, dans le fond, tout le monde riait en le regardant, puis il dit, moi, je riais pas, puis je comprenais pas pourquoi le monde n'y comprenait pas que c'était sérieux, puis que ça arrivait, puis tout ça. Il y a aussi le guitariste de U2 qui a dit avoir quasiment pleuré là, devant le fait que c'était vraiment très près de la réalité de ce qu'ils vivent sur la route, puis tout ça. Donc, c'est ça, tu sais, ça a été quand même... il y a eu comme une espèce de confusion, puis plus loin, là aussi, j'ai aussi trouvé que, dans le fond, pendant les projections puis aussi sur dans le fond en cassette puis tout ça là, il y avait vraiment des avertissements comme quoi c'était pas un vrai groupe, c'était pas un vrai documentaire puis ça, donc il a vraiment fallu rentrer ça là, dans la tête des gens dans le fond pour le visionnement. Le film est principalement improvisé, donc c'est pas quelque chose qui étonne là. On se l'était passé la réflexion aussi quand on voit tout ça là, il y a trop de choses là-dedans qui ont pas de sens. Il y a une belle scène là où il mange des sandwichs, un des gars mange des sandwichs puis en fait doit les monter lui-même, puis là je pense qu'il parle pendant comme 5 minutes de à quel point son pain casse quand il essaie de le plier en deux, tu sais, puis c'est tellement n'importe quoi qu'on se dit ça peut pas être scripté à ce point-là. Il y a beaucoup de choses qui sont improvisées, mais il y a aussi une grande partie du film qui a été tournée en post-prod là, en fait, donc ils ont rajouté les dialogues par-dessus ou tu sais des voix off, donc ça aussi évidemment
évidemment, c'est très propre au genre mockumentary, mais c'est très propre aussi à la comédie. Puis quand t'as des acteurs, justement, comiques, t'es laisse aller, là. C'est comme Bill Murray, là. C'est très dur, surtout à ses débuts, disons. Là, il suivait pas vraiment un script. Il y allait, il improvisait à peu près toutes ses scènes, notamment dans Caddyshack. Là, donc, c'est ça. Quand t'as des acteurs comiques, là, souvent, ils font plusieurs essais comme ça. Puis le résultat final est quand même assez intéressant. Ben voilà. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous annoncer quelque chose maintenant. Dans le film, il y a une scène culte là, qui est d'ailleurs la base là, de plusieurs des références dans la culture populaire que j'ai trouvées, dans le fond, qui existent, qui est quand on voit c'est un amplificateur en français. Donc qui va jusqu'à 11. Donc on sait que tout dans la vie en fait va jusqu'à 10 là, c'est pas tant une surprise hein. Mais pour eux ça va jusqu'à 11. Puis il y a comme un bel échange où le gars qui fait le documentaire leur dit ouais mais pourquoi vous avez pas juste monté la puissance puis enlever le 11, faire du 10 le nouveau 11 puis tout ça, puis le gars il comprend rien hein, puis c'est vraiment ben c'est ça, c'est très drôle, mais ben ça j'en reviendrai un peu, mais tu sais c'est un peu de l'humour pas sarcastique mais désillusionné un peu de comme mais c'est un de plus que 10, on joue plus fort. Et voilà. Comme mais si votre 10 il avait été plus fort, vous auriez joué plus fort. Ouais, mais ça va à 11. Puis tu sais ça tu vas le mentionner là aussi, j'imagine. Pour IMDb. Ah oui, mais c'est ça, je voulais dire ça avant. IMDb, dans le fond, qui est un site là, qu'on affectionne particulièrement, c'est là qu'on suit. C'est la plus grande référence de cinéma, télé, pour cinéma, tout ce qui est acteurs, films, projets en cours, les soundtracks, les nominations, il y a vraiment tout sur IMDb, honnêtement. Puis c'est ça, on peut donner des notes aux films sur IMDb, et pour celui-là en particulier, ils ont mis le rang jusqu'à 11, mais c'est pas quelque chose que les users peuvent noter. Dans le fond, ça arrête vraiment à 10 pour les gens. Par contre, il y a la note sur 10 qui est sur 11 sur la page, puis ça doit probablement être le seul film là, qui a ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui lui est propre. Là, donc, ça aurait pas de sens là, de faire ça avec d'autres, mais c'est un beau petit clin d'œil qu'IMDb a fait. Un Easter egg. Voilà. Avec ses Pâques, hein, quand même. Ben, c'est ça l'été, en tout cas. Il reste beaucoup de chocolat. Oui, quand même. En hommage au film, il y a un bar de Milwaukee qui a changé son nom pour le Shank Hall parce que je pense que dans le film, là, ça doit être le nom du bar où ils vont. En tout cas, je présume, mais je me rappelle pas vraiment. Ça a été nommé, ce film-là, en fait, classé là, comme important pour l'histoire en 2002, puis c'est préservé dans le registre national des films des États-Unis. Donc c'est un peu dans la même veine que Criterion. Pas la réserve là, mais je veux dire le statut en fait. Concernant cette réserve là, ce registre national là, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal tous les films peut-être pas tous, je sais pas combien il y en a dans ce registre-là, mais c'est souvent, ça revient souvent, les films américains, là, chaque film de Criterion, je pense, font partie de la réserve nationale, c'est ça, de films qui sont protégés, donc ça fait une garantie de plus aussi pour Criterion, à savoir que ces films-là vont pas se perdre, là, mais Criterion en profite aussi pour, je veux pas dire ça de même, mais faire de l'argent, mais tu sais, je veux dire, rendre ça accessible au public, parce que oui, le registre national, c'est bien beau, mais comme, faut sûrement que tu te déplaces sur place pour y avoir accès ou quelque chose, donc c'est bien beau, là, mais voilà, donc c'est ça, beaucoup de films américains de la collection Criterion se retrouvent dans ce fameux registre-là. Mais merci pour l'ajout. En Norvège, le film est sorti directement en vidéo 2 ans après sa sortie en salle, donc il est jamais sorti au cinéma, et là j'ai trouvé ça vraiment particulier. Le titre a été changé pour référencer y a-t-il un pilote dans l'avion, donc là en norvégien, là, j'ai aucune idée là, de ce que ça donne, là, mais c'était écrit là, dans le texte, mais honnêtement je m'embarquerai pas là-dedans. Mais le titre était fait de la même façon, dans le fond, pour que les gens fassent l'association entre les deux. Et ils ont changé la pochette du film pour faire un nœud dans une guitare de la même façon. Là, on le sait, là, la pochette de Airplane, c'est ça, là, c'est un avion avec un nœud. Donc, pour que les gens comprennent que c'était pas un vrai band, que c'était pas un vrai film, que tout ça c'était fictif, puis un peu une satire aussi. Là, donc, voilà, ça a été fait en Norvège. Tout le tournage du film a été fait à Los Angeles, donc
donc c'est quand même une tournée, là, ils se promènent beaucoup, mais apparemment ça a été tout tourné à C'est LA. surtout à l'intérieur aussi que les films se passent, là. Oui. Pas de scène extérieure, vraiment. Non, pas vraiment, effectivement. Il y a le nom du personnage Marty Dibergi, qui est le personnage de Rob Reiner, donc le gars qui fait le documentaire, qui serait apparemment un hommage à plein de grands réalisateurs, là, donc à Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg, et là on dit peut-être Federico Fellini ou Michelangelo Antonioni. Donc, voilà. Ouais, tous des réalisateurs qu'on va retrouver dans Criterion, sauf Spielberg, malheureusement. Eh oui. Mais ouais, c'est ça. C'est bon. Là, je me suis amusée là, sur les trivia IMDb, justement. C'était pas là, mais c'est moi qui l'ai ajouté. Dans le fond, il y a comme un espèce de running gag dans le film où le band a beaucoup de drummers qui restent jamais vraiment longtemps. Ils meurent tous là, dans des circonstances vraiment, vraiment weird. Il y en a un qui explose sur scène. J'imagine juste Ozzy Osbourne regarder le film. Ouais, c'est totalement normal. J'ai déjà vu ça. Mais de trouver ça bien trop dramatique qui explose sur scène. Mais bref... Normalement, ça fait une couple de films là, qu'on vous fait des body count, mais pour celui-ci, j'ai créé le drummer count, donc il y en a 4 qui passent, ce qui est pas beaucoup là en fait de body count là, mais dans ce contexte-là, c'est quand même pas mal. Donc 4 drummers dans le film et apparemment les 4 ont des noms qui sont inspirés des 4 acteurs à avoir joué le 3e Stooge dans les versions au cinéma là, des 3 Stooges. Donc bon, voilà, j'ai jamais regardé les 3 Stooges. Il y a eu 3 films des 3 Stooges. Il y a eu 4 films des 3 Stooges, finalement. Ah oui, ben oui. Puis 4 acteurs différents qui ont joué le 3e Stooge. Donc, ce que ça implique, on pas mal moins drôle. Le film a été numéro 1 du classement de Entertainment Weekly des 50 films cultes de tous les temps, ce qui est pas rien quand même, numéro 1. Tous les acteurs principaux ne sont pas britanniques, c'est quand même drôle aussi parce que c'est un band qui est britannique. Ils sont pas britanniques, puis je sais pas si tu vas le mentionner, mais ce sont tous des musiciens aussi semi-professionnels, on va dire ça, parce qu'ils ont tous des carrières évidemment comme dans le domaine de l'entertainment, l'acteur, acting, réalisation, peu importe, mais c'est ça, c'était tous des musiciens, puis c'est eux vraiment qui performent la musique, peut-être pas en live, là, mais comme je crois qu'il y a eu des albums justement après ça de Spinal Tap, donc c'est eux vraiment qui interprètent la musique, là, puis qui est étonnamment bonne. Je vais essayer de retrouver, je sais pas si tu l'as, mais pendant que tu continues à parler, je pense que ça joue dans le jeu vidéo Grand Theft Auto Vice City. Oui, c'est une belle parce que référence. C'est ça, il y a des chansons qui me revenaient en tête, j'étais comme, j'ai jamais vu le film, mais je connais les chansons, fait que d'où ça vient. Mais je voulais pas que t'ailles là tout de suite, parce que Vice City, en plus, Vice City Stories, qui est un de tes jeux préférés. C'est pas non, c'est le Vice City normal, mais justement à cause de mon amoureux qui est un grand gamer, donc voilà, je voulais pas en parler tout de suite. Grand gamer. Ben non, mais quand même. Donc voilà, ça fait partie de la liste des Great Movies de Roger Ebert, qu'on a déjà mentionné là, précédemment. J'ai perdu ma page, je m'excuse. Gene Simmons de Kiss, évidemment, a dit qu'il y a une scène là, dans le film qui est quand même assez connue parce qu'il y a beaucoup de références qui sont tirées de ce moment-là. C'est le Hello Cleveland, là, dans le fond. C'est quand le band est un peu perdu dans un endroit, là, ils cherchent la scène, puis ils savent pas c'est où, puis là, ils se font expliquer le chemin pour y aller. Puis Gene Simmons a dit que ça leur était quasiment arrivé, là, ils étaient dans un théâtre, puis ils savaient pas c'était où. Ils ont fait tous les étages, puis finalement, c'était au 3e étage, donc ils comprenaient pas pourquoi, mais bref, ils se sont promenés pas mal, puis voilà. Donc, Gene Simmons a rapporté ça. Il y a dans le film une casquette qui est taguée Oral C, donc O-O-R-A-L-C comme une mère, là, qui apparaît aussi dans le film de Princess Bride, qui est aussi de Rob Reiner, pour faire plaisir au guitariste de Dire Straits, parce que il avait convenu avec Reiner qu'il allait faire la musique de Princess Bride si on voyait la casquette, puis Rob Reiner l'a fait. Donc pour ceux qui ont vu The Princess Bride, c'est un petit gars là, qui se fait conter une histoire par son grand-père, il est malade, il est dans sa chambre, tout ça. Puis dans sa chambre, justement, il y a cette casquette-là quelque part. Après, le guitariste aurait dit que c'était une joke, là, que ça ne dérangeait pas de faire la musique, même s'il n'y avait pas la casquette, mais Reiner l'a fait quand même.
Il y a un moment dans le film où les gars sont à Graceland, dans le fond, à la maison bien connue d'Elvis. Puis il y a la chanson Heartbreak Hotel dont il parle, je pense qu'elle chante aussi un petit peu. C'est Heartbreak Hotel parce que c'est la seule chanson, dans le fond, pour laquelle ils ont réussi à avoir les droits. Donc voilà, mais je pense qu'il était vraiment là quand même, parce que si on voit vraiment les stèles... Pour être déjà allé, c'est ça ressemblait quand même. Ça y ressemble pas mal. Je me suis posé la question, honnêtement, tu sais, puis après... C'était pas longtemps après sa mort aussi. Oui, effectivement. En 77, sa mort, le film en 83, on va dire ça. Là, mais ouais, c'est ça. Puis on est allé aussi, puis je me posais la question à savoir si ça avait vraiment été tourné là. Puis quand t'en vois juste une, c'est pas super clair, mais quand tu vois les trois une à côté de l'autre, on comprend que clairement ils l'ont pas recréé. Il y a aussi dans le film là, un beau moment avec un espèce de monument réduit de Stonehenge qui ressemble à un pie, honnêtement. Là, ça ressemble vraiment à un symbole pie. Ah oui, symbole. Puis, dans le fond, il y a ça qui est comme un running gag dans le film. Là, puis, ce monument-là revient plusieurs fois dans les autres concerts et les autres films qui mettent en scène le groupe. Là, donc, on parlait tantôt de films après, puis de shows, puis tout ça, mais il y a ça tout le temps, dans le fond. Puis, il y a toujours de quoi qui marche pas avec. Une fois que c'était trop grand, une fois que c'était trop petit, une fois que ça avait vraiment pas rapport. Tu sais, puis c'est ça, il y a toujours comme l'élément de joke là, de ce monument-là qui provient du film, dans le fond. Puis ça avait été aussi, le groupe a joué pendant le concert Live Aid, puis il y avait aussi cet élément-là qui en faisait partie. Spinal Tap fait partie des 1001 films à avoir vu avant de mourir, et sur l'édition Blu-ray, ben là, on en a parlé un petit peu tantôt, mais il y a à peu près là, 70 minutes de contenu additionnel dans le Blu-ray, fait que quand même pour un film d'une heure 20, ouais, c'est ça. Il aurait pu en rajouter là, tant qu'à faire, mais bon, c'est sûr que ça s'essouffle un peu, tu fais pas 2h15 de ça non plus là, mais il aurait pu ajouter quelques éléments, mais le rythme est bon quand même là, ça ralentit pas trop. Puis non, c'est quand même bon, mais tu sais, on serait rendu à parler de comment on a trouvé ça. Ben certain, vas-y. Mais moi, tu sais, c'est ça qui est vraiment bien avec le film, c'est que tu peux quasiment tirer un parallèle avec tous les groupes connus des années 60, 70 et 80 dans Spinal Tap. Tu sais, on parlait des Beatles, que ce soit l'espèce de relation Yoko Ono, John Lennon, ou que ce soit leur première chanson en noir et blanc qui rappelle un peu le Ed Sullivan Show ou d'autres capsules promotionnelles qui ont fait les Beatles, mais aussi ça rappelle quelques groupes de rock psychédélique des années 70 là, le Flower Power puis toutes ces couleurs là, mais surtout tu sais, il faut pas oublier que c'est dans les années 80, puis je me souviens plus exactement comment ça s'appelle là, le hair metal je crois, ou en tout cas tous ces groupes rock là avec du spray net dans les cheveux puis des coupes extravagantes là, et ben il y a Metallica un petit peu au début là, mais Scorpions, Poison, Queen d'une certaine façon aussi, là, mais pas totalement. C'est tous ces groupes-là de Iron Maiden aussi. C'est tous ces groupes de hard metal là, qui sont parodiés par Spinal Tap. Donc on ratisse quand même assez large. Pour ça, j'ai trouvé ça quand même assez habile. Évidemment, le style documentaire, c'est un style que j'apprécie particulièrement. Puis le film fait quand même, je trouve qu'il réussit quand même assez bien à jumeler de l'humour américain plus in your face, plus je sais pas là, extravagant, on va dire ça, avec de l'humour britannique, malgré que personne soit britannique. De l'humour britannique sarcastique, les non-dits. Je trouve que c'est un bon mélange, ce film-là, de ces deux styles d'humour-là. Puis, pour vrai, les interprétations sont très, très bonnes. Les relations, moi, j'aime beaucoup quand il interagit justement avec le réalisateur. C'est vraiment des bons moments, parce que le réalisateur, il essaie de voir ça un peu... je sais pas comment te dire, là, objectivement un peu, mais il leur lance des flèches quand même à quelques reprises. Puis non, j'ai vraiment aimé ça. Ça parodie beaucoup, comme je l'ai dit, des grands documentaires de musique. Il y en a eu une tonne sur les Beatles, notamment Let It Be en 70, qui a gagné un Oscar aussi. Mais ça parodie beaucoup de choses. C'est aussi très hagiographique. Là. Hagiographique, c'est un terme qu'on utilise dans la biographie. Normalement, c'est une biographie qui est faite pour
mettre en valeur son sujet. Là. C'est pas une biographie qui est objective nécessairement. C'est très subjectif, puis on essaie de mettre en valeur un peu le sujet. Bon, celui-là, il parodie ça, parce que au final, personne n'est mis en valeur ou presque. Là, mais non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bien. Je sais pas pour toi, là, je pense que je me doute, évidemment, que t'as bien apprécié. J'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Tu sais, on a vu la bande-annonce, puis on en avait déjà parlé un peu avant. Je savais vers où ça s'en allait, mais honnêtement, c'est drôle, c'est bon, c'est le fun. Il y a un petit ralentissement, par contre, tu sais, je pense que j'ai déjà mentionné, là, j'ai besoin d'être constamment stimulé dans un film, puis malgré ces 82 minutes, il y a quand même des longueurs, surtout avec l'espèce de dramatique là, concernant la blonde de l'autre, puis tu sais, mais au final, c'est quelque chose qui est vraiment le fun à regarder. La musique est super bonne aussi, puis c'est ça, on a eu du fun là, à rire de leur carrière qui va un peu nulle part, puis de leurs efforts, puis tout ça. Donc, j'ai vraiment apprécié. On tire des parallèles aussi dans d'autres films comme ça, là, ou séries, mettons Flight of the Conchords aussi, là, beaucoup de parodies, mais non, je trouve ça intéressant parce que c'est ça, on le trouve drôle, mais on rit pas nécessairement tout le temps. Mais tu sais, je pense qu'il y a comme un sourire constant sur nos faces tout au long du film. Même si on trouve pas ça très nécessairement drôle, ça reste vraiment agréable, puis vraiment comme du bonbon, là. C'est ça, j'imagine. Tu sais, je faisais des parallèles avec Borat, là, parce que souvent des films cultes, c'est souvent les gens qui tu sais, qui ont vu ce film-là au cinéma, ou du moins qui vivent à l'époque où le film est produit, qui en bénéficient le plus. Puis j'avais peur, c'est ça, il y a des films cultes qui disons, se transmettent pas bien de génération en génération. Puis celui-là, c'est ça, il était étonnamment bon. Par exemple, si je reparle de Borat, c'est pas mal notre film culte de notre génération, l'espèce de film qui est sorti de nulle part, puis qui a l'air complètement c'est un peu comme Napoléon Dynamite aussi, cette espèce d'aura-là de film culte, de comme, tout le monde l'a vu, c'est pas tout le monde qui trippe non plus, mais il y a un gros fanbase quand même assez important. Donc, puis c'est ça, Borat, je sais pas, dans 30 ans, qu'est-ce que les gens vont en penser, qu'est-ce que nos enfants vont en penser, mais comme, j'avais peur d'être déçu par The Spinal Tap, puis au final, j'ai vraiment adoré mon expérience. Donc, pour ma part, moi, j'y donnerais la très bonne note de 4 étoiles sur 5. Donc, voilà, pour moi, je sais pas... Ben, ça va être ça pour moi aussi, en fait. Puis là, j'ai pas le fichier d'ouvert, là, mais je me rappelle pas si je lui ai donné 4 ou 4,5, là, mais ça se joue là-dedans, là. C'est vraiment bon. 4. Pour vrai, probablement que c'est 4, là, mais c'est ça. Donc, ce qui le ferait se placer pour ma part en haut de Seven Seal. Dans la deuxième dizaine. Oui, c'est ça, dans la deuxième dizaine. Donc, Seven Seal qui était 11. On fera un top 3 justement de la deuxième dizaine? Non, on fera un top 10 de la deuxième dizaine, mais un top 3 de tous les critérions qu'on a vus. Donc, parce qu'on ne fera pas toujours, quand on va être rendu à 100, on commencera pas à dérouler la file. Bon, en tout cas, je suis pas capable de le dire, là. Mais c'est dommage aussi, c'est quelqu'un qui avait commenté ça sur le groupe Criterion. C'est dommage qu'on n'ait pas mis ça, le numéro 11 de Criterion. C'est vraiment dommage. C'était vraiment un bel hommage, là, mais effectivement. Ils n'ont pas pensé à leur truc. Puis, dernier petit truc avant qu'on embarque dans la culture populaire. Je pense qu'on l'avait mentionné ici, mais on a une liste un peu bizarre sur... on répertorie les films qui a des cintres, des supports, les supports à linge. Mais en fait, il faut expliquer d'où ça vient. Là. Je pense qu'on l'avait déjà dit. Le premier qu'on a vu, c'est vraiment le premier, le fait que c'est la grande illusion. Puis ça nous avait surpris de voir un support. Puis après, on a juste commencé à regarder ça. On l'a revu dans Lady Vanishes, qui était un film de la même année à peu près. Voir un support des années 30, j'étais pas prêt à ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris de court. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, c'est le 4e film qu'on voit support après La Grande Illusion de Lady Vanishes et Amarcord. Donc dans This is Spinal Tap, il y a bel et bien un support. Puis c'est ça, on ouvre l'œil là, pour ça, dans le fond, cet élément-là qui est le fun à suivre là, dans le fond, mais c'est ça. Donc il y a un support effectivement dans le film. Fait qu'on serait rendu aux références. Ben oui. Et puis là, il y en a une trollée. Il y en a pas mal.
je les ai pas séparés, mais je vais quand même le faire, là. Donc, premièrement, les références au film en tant que tel, donc vraiment au groupe ou au nom du film ou quelque chose. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme ça s'est présenté comme un documentaire, il y a beaucoup de séries, de films ou de jeux ou peu importe qui ont comme utilisé ça un petit peu, puis pour parler de ça, dans le fond, comme si c'était un vrai groupe et tout. Donc, il y a plusieurs épisodes des Simpsons. Il y en a un qui se nomme The Auto Show, dans le fond, Otto qui est le chauffeur de bus, là, où Spinal Tap est là, dans le fond, et sur scène. Il y a un autre épisode où il y a un poster de Spinal Tap. Il y a dans Beavis et Butthead, que j'ai jamais regardé, là, mais j'ai jamais vu non plus. Même veine un petit peu, là, il y a Spinal Tap qui apparaît à la télé. Dans Friends, il y a Phoebe qui mentionne à un moment donné qu'il y a un gars qui datait, dans le fond, qui l'a laissé parce que c'était endormi dans le film. Sacrilège. Donc, voilà. Je l'aurais laissé aussi. Ben, c'est ça. Puis on a cherché le passage, là, mais je l'ai jamais trouvé. Là, mais je sais dans quel épisode c'est, puis tout ça. Ils comptaient là, leur pire motif pour avoir laissé quelqu'un, puis on comprend que ça s'insère là-dedans. Dans Buffy, il y a la phrase, dans le fond, qui a dit là, que les propriétaires de magasins d'objets magiques, là, de magiciens puis tout ça, ont la durée de vie. Mais c'est l'illédon en anglais, expectancy, mais c'est l'espérance de vie, c'est ça. L'espérance de vie d'un drummer de Spinal Tap. Mais oui, j'aurais pu le lire en anglais. Dans Gilmore Girls, il y a une référence au drummer de Spinal Tap. Dans là, je rentre dans les références plus à des éléments du film, là. Ça a pas l'air clair là, quand je les cale, là, mais on peut comprendre quand je les nomme, là. Donc dans Le Tour du monde en 80 jours, il y a la phrase touche-y pas. Puis le gars qui dit mais je fais juste le pointer, puis il dit ben pointe-le pas, touche-y pas, regarde-le pas. Puis ça c'est une phrase là dans le film Tap. Il parle de ses guitares, c'est juste avant de présenter son ampli, là. Dans le film Shrek 2, j'ai trouvé ça bien drôle, il y a un poster du groupe Stonehenge. Donc là on reprend l'élément là, comme je vous disais qui ressemble au pi, là. Dans Jeopardy, il y a des catégories qui font référence au film. Dans Charlie and the Chocolate Factory, il y a, pour ceux qui l'ont vu et pas vu, dans Charlie and the Chocolate Factory, il y a des chansons, dans le fond, par les Oompa Loompa. À chaque fois qu'il y a un des enfants qui est comme plus là, dans le fond, là, jusqu'à temps que Charlie soit le dernier. Puis il y a la chanson de Mike qui est une espèce de spoof là, du concert de Spinal Tap. Mike, c'est le petit gars un peu punk là, avec les cheveux dans les airs qui joue à des jeux vidéo puis qui est vraiment comme super sec puis super froid puis tout ça. Donc sa chanson était un hommage à ça. Dans Grand Theft Auto Vice City, il y a le groupe qui est Love Fist, qui est une parodie du groupe. Ouais. Je sais pas si c'est ça que tu voulais mentionner. Ben non, mais je pensais vraiment qu'il y avait des tunes de Spinal Tap dedans parce que c'est ça, évidemment, les films de les jeux de Grand Theft Auto sont connus pour leur bonne soundtrack au poste de radio. Bien, je sais qu'il y a un groupe fictif justement, le Love Fist, puis je connais leurs chansons aussi, même si c'est un groupe fictif. Mais je pensais vraiment qu'il y avait des chansons de Spinal Tap, mais ça se pourrait très bien que non, mais c'est le même genre de musique, là, du rock, du hair metal là, des années 80. Là, donc. Voilà. C'est bon, merci. Il y a dans South Park dans un épisode dans le fond qui est Two Guys Naked in a Hot Tub. Il y a un des reporters dans le fond, un journaliste dans cet épisode-là qui se nomme Derek Smalls, qui est le nom d'un des personnages dans le film. Là, je me rends compte que j'ai comme j'en ai oublié dans la première catégorie. Il y a J.K. Rowling qui a parlé du film comme étant son inspiration principale au roulement de ses professeurs de défense contre les forces du mal. Pour ceux qui ont suivi le Harry Potter, il y a énormément de profs différents, puis elle a dit ça dans le fond. Donc c'est un cute hommage. On en dit bien des affaires. Ben oui, c'est tout à fait. Facile de parler de son livre une fois qu'ils sont tous sortis. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour ceux qui connaissent ça, il y a une série là, qui s'appelle Mystery Science Theater 3000 qui parle de films, dans le fond, qui décortique des films, mais qui rit un peu de ces films-là. Bah, pas juste un peu. C'est tous des mauvais films, des films de série B, mais qui mais bref, il y avait des épisodes de Mystery Science Theater qui parlaient de Spinal Tap. Et
la dernière catégorie, ce serait, justement, on parlait de l'ampli là, qui va jusqu'à 11, mais c'est vraiment quelque chose qui est revenu beaucoup par la suite. Donc, je vous en nomme une coupe. Il y a... dans South Park, un épisode où The Who sont là, puis ils ont un ampli qui va jusqu'à 11. Il y a dans Pokémon un épisode qui dit ça va jusqu'à 11. Je me rappelle pas quoi exactement, là, mais quelque chose qui allait jusqu'à 11. Dans Inspecteur Gadget, il y a un gadget éventuellement qui va jusqu'à 11. Dans Toy Story 2, au début là, du film, il y a Buzz qui se bat contre Zurg, qui est une espèce de bonhomme mauve, là, puis Zorg, excusez, oui. Zorg qui son arme, là, son laser, whatever, va jusqu'à 11. Dans Scooby-Doo 2, il y a Shaggy puis Scooby qui décident d'être des vrais détectives puis dans le fond de monter leurs skills de détective jusqu'à 11. Dans Guitar Hero, donc jeu vidéo encore une fois, il y a dans le fond dans les genres de transition là entre les scènes, les téléchargements dans le fond de musique puis tout ça, il y a un ampli qui va jusqu'à 11. Je sais pas si c'est quelque chose que tu avais déjà remarqué. Ben oui puis non là, oui, mais je savais pas que ça faisait référence à ça, donc ça fait beaucoup de sens maintenant là, voilà. Aux jeunes que j'étais à l'époque. Qui comprenaient pas. Non. J'attendais juste que ma toune parte. Bon, ben voilà, ben c'est ça. Dans l'attente, il y a un ampli jusqu'à 11. Dans Dr. House, il y a une mention de est-ce que ça va jusqu'à 11? Puis beaucoup de choses. Il y a Spider-Man 3 qui disent Let's turn it up to 11. Puis, tu sais, là, j'en ai mis une coupe des plus connus, là, mais il y en a plein d'affaires de est-ce que ça va jusqu'à 11, de 1 à 10, combien ils donnent 11, tu sais, puis il y en a beaucoup là dans tout, honnêtement, n'importe quoi que vous allez voir à partir de maintenant qui font ce gag-là, sachez que c'est de là que ça vient. Ouais, donc, exactement. J'espère qu'ils ont des cotes, des droits d'auteur, quelque chose, sûrement pas, mais bon. Je pense pas sur un indirect passage non, comme ça. C'est un hommage, hein, on va dire ça voilà. Comme ça. Donc, sans surprise, je crois, sans surprise, peut-être quand même un petit suspense, là, mais pour ma part, du moins, il va pas déloger La Belle et la Bête au sommet des meilleurs films et Criterion, mais par contre, tu sais, c'en est il est probablement dans mon top 5, là, je crois, des films. C'était vraiment un très bon divertissement. J'ai vraiment adoré ça. Une première écoute aussi, là, ça a pas de prix, hein, mais quoique la deuxième va peut-être être encore plus drôle parce que là, parce que tout le monde marmonne un petit peu dans le film. On n'avait pas de sous-titres non plus, là, mais on réussissait quand même à bien comprendre, mais on sait, c'est ça. Il y a sûrement plein de gags qu'on a manqué par-ci, par-là, donc j'ai bien hâte de le réécouter, mais donc c'est ça, moi, c'est La Belle et la Bête qui demeurait au sommet, au sommet de mon top, de mon sommet. Je sais pas comment le dire, mais bon. Ben oui, en première position du top, disons. Voilà. Pour ma part, c'est pas mal la même chose. Dans le fond, ça déloge pour le deuxième top 10, Seven Seal, dans le fond. C'est sûr qu'il était tout seul. Non, je sais, mais je veux dire, ça le remplace, disons. Ouais. Puis, concernant les 12, là, jusqu'ici, La Belle et la Bête se tient toujours forte au numéro 1. Ben, c'est bien correct aussi. Mais merci. Et écoutez, d'avoir été des nôtres aussi. On espère que ça vous a donné le goût d'écouter This is Spinal Tap, ce grand film culte. La semaine prochaine, on parle d'un autre grand classique que probablement beaucoup d'entre vous ont déjà vu à un moment ou à un autre, The Silence of the Lambs. Donc, ça a l'air particulier que ce soit un Criterion. On va vous expliquer la petite histoire derrière tout ça, puis parler du film, évidemment, un grand classique qui a remporté quand même une toutes les gros Oscars, là, vraiment. Beaucoup d'Oscars, puis qui est toujours aussi bon. Honnêtement, là, j'ai vraiment hâte d'embarquer dans ce sujet-là. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a des cintres dans nous, on sait, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais j'ai si hâte d'en parler. Puis c'est aussi, en fait, on reviendra, mais c'est aussi le premier qu'on a physiquement en édition Criterion. Donc, il va prendre un peu plus de temps, mais tu sais, sûrement que vous le verrez pas passer vu qu'on est beaucoup d'avance, mais on va essayer d'écouter le plus de bonus features, tant qu'à avoir acheté le DVD à 30$, hein, aussi bien l'épuiser à fond, l'éplucher à fond, pardon. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir été des nôtres pour ce 12e épisode déjà. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.